Bien, nous sommes dans Fort Terre de vous savoir très nombreux à l'écoute, mais surtout au regard de ce programme Appel sur le continent qui évoque donc le temps de cette édition. Nous évoquons clairement, on va dire, le jeu politique, mais surtout les questions de géopolitique internationale avec, comme toujours, au centre donc des préoccupations, le continent africain qui fait désormais plus que jamais l'objet de plusieurs, mais surtout de nombreuses convoitises. Et bien, des voix s'unissent à dire que celui qui gagnera le cœur de l'Afrique gagnera très certainement cette bataille géopolitique. Pour en parler clairement avec nous, ils seront trois: Luc Michel, Linda Labré, mais surtout Taifour Smen, qui est donc journaliste et internationaliste, qui nous accompagneront dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent. Luc Michel, je vous donne la première prise de parole depuis Bruxelles. C'est donc désormais clair, les États-Unis ont purement et simplement donc désormais un agenda particulier pour le continent africain, même si Joe Biden se fait encore attendre sur le continent africain. Ce qui est certain est que plusieurs de ses collaborateurs, notamment le secrétaire d'État américain Tony Blinken et plusieurs autres hauts commis de l'État américain, vont donc certainement fouler le sol africain dans les jours à venir avec un objectif, une opération, va-t-on le dire, de séduction pour tenter de regagner clairement le jeu politique sur le continent africain. La question de fond sera celle de savoir si désormais, si l'Amérique a davantage encore la place qu'elle a occupée depuis plusieurs années dans sa politique interne extérieure. Bonsoir à vous Luc Michel, et on décrypte davantage avec vous ce fait d'actualité. Bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir aux collègues et aux téléspectateurs. Je suis désolé de vous contrarier, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire. Vous êtes en train de vous faire avoir par la propagande américaine. Ce que vous avez lu là-bas, c'est une dépêche de ce matin de la société de presse. Chaque président américain, il fait comme les présidents français. Les présidents français vont abandonner la France-Afrique et les présidents américains développent une nouvelle politique africaine. En fait, depuis George Bush II, c'est-à-dire la création de l'AFRICOM en 2006-2007, sous Obama, sous Donald Trump et sous Joe Biden, c'est la même politique impérialiste américaine qui fait de l'Afrique l'enjeu principal de géopolitique américaine. Et cette politique est pilotée par un think tank américain qui s'appelle l'Atlantic Council, qui pilote les ministres de la Défense, les super ambassadeurs, les secrétaires d'État, etc. Donald Trump, contrairement à ce qu'on vous racontez, n'a pas du tout délaissé la politique africaine. Son premier acte de politique internationale, il était à peine élu depuis 8 jours au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est de neutraliser le projet du G5 Sahel, qui est une création du maréchal Idriss Déby, et d'en donner la direction à Paris et à Berlin. En 2018, il y a eu la nouvelle politique africaine de Trump et Bolton, on l'appelait comme ça. C'est un super printemps arabo-africain dans la ligne du printemps arabe et du printemps africain de 2010 et 2014 d'Obama. Donald Trump a commencé par renverser Omar el-Béchir au Soudan, puis à mettre au pouvoir un pro-américain, Abdallah Hamdok, qui va rester au pouvoir pendant 2 ans. Il va chasser du pouvoir Joseph Désiré Kabila pour mettre l'agent de l'Atlantic Council, Félix Tshisekedi. Il va enfin reprendre pour le compte des États-Unis, avec l'aide des Turcs, le contrôle de la Libye grâce aux djihadistes syriens venus d'Idlib. Il n'y a donc absolument pas de désintérêt. Depuis qu'il est au pouvoir, que ce soit dans les dossiers africains, mais aussi en Chine, en Europe centrale ou au Proche-Orient, Joe Biden marche dans les pas géopolitiques de Donald Trump, comme Donald Trump marche dans les pas de Obama. C'est une erreur de croire que la politique extérieure américaine est déterminée par les présidents. Elle est déterminée par des organismes bipartisans, des commissions du Sénat et du Congrès des États-Unis qui dirigent les révolutions de couleur, qui dirigent la politique extérieure. Les présidents, sous peine d'être entravés dans leurs décisions, doivent étroitement suivre cette politique. C'est ce que Donald Trump avait découvert dès sa prise du pouvoir en 2017. C'est ce que Joe Biden et Kamala Harris ont découvert directement. Il faut arrêter de commenter, de se faire prendre au mirage de la politique occidentale.
Tout ce qu'on raconte depuis ce matin dans les médias occidentaux, ce sont des médias mensonges. En fait, la politique américaine, elle est la même. J'ajouterai une chose, c'est que l'Africom, dès le début de 2010, c'est les prémices de ce qu'on appelait le printemps arabe. 2004, c'est le printemps africain. Ils ont défini 2 zones prioritaires pour l'Africom. La première, c'est le Grand Sahara qui touche tous les États riverains du Sahara. La seconde, c'est le golfe de Guinée. Ça indique exactement quels sont les objectifs principaux. Maintenant, Joe Biden ne découvre pas l'Afrique, tout simplement parce qu'il y a eu en début de cette année une première tournée de Anthony Blinken et de la secrétaire d'État aux affaires africaines du State Department qui s'appelle Molly Fields. Ils ont notamment renouvelé un partenariat stratégique avec le Ghana et ils ont renoué un partenariat stratégique dans le cadre de l'OTAN avec le Maroc qui est la principale porte d'entrée des États-Unis. Depuis 2019, les Américains prennent la main directement sur les affaires africaines en éjectant la France un peu partout. Ils essayent d'américaniser la guerre du Sahel. Ils américanisent sa présence dans le golfe de Guinée. Et une dernière chose pour comprendre ce qui est en train de se passer dedans, il est exact, c'est ce qui est vrai dans ce que vous avez dit, c'est que le grand retour de la Russie depuis 2015-2016 en Afrique, l'arrivée à partir de 2018 des Iraniens, le grand architecte du retour iranien en Afrique ayant été le chef de la marine iranienne, l'amiral Khandazi, le retour étant centré sur le golfe de Guinée. Tout cela, évidemment, la présence économique de la Chine, on le voit au Gabon par exemple, fait que les États-Unis subissent un recul qui est inattendu pour eux et qui mène depuis quelques mois une grande contre-offensive géopolitique, militaire, mais surtout économique et de communication dans toute l'Afrique. Pour ce premier jet d'analyse, donc dans le cadre de ce programme Nina Larbahu, je reviens à vous et on va tenter clairement de comprendre si tel est vrai que, comme l'a d'ailleurs souligné Luc Michel tout à l'heure, l'agenda pour les États-Unis en ce qui concerne le continent africain n'a clairement pas changé, que l'on soit sous l'ère Barack Obama ou encore Donald Trump. Encore peu, ou alors encore moins sur l'ère Joe Biden. Alors, qu'est-ce qui clairement justifie donc ces nombreuses visites, on va le dire, des hauts responsables américains sur le continent africain, Anthony Blinken, qui est quand même sur le point de boucler, alors de démarrer une seconde tournée à l'espace d'une seule année, ce qui fait quand même beaucoup pour la politique, pour un haut commis de l'État américain. Est-ce que tel est vrai que désormais sur le continent, tout du moins ces intérêts américains sur le continent africain sont désormais en difficulté? Bonjour, bienvenue. Bonjour à tout le monde. La question, je vais la poser à vous, Taïfir Smen. J'espère que je prononce bien. Vous êtes journaliste internationaliste. Et bien, avec vous, on va tenter donc de comprendre cette résurgence, en tout cas, on va dire, de l'intérêt du point de vue diplomatique des autorités américaines sur le continent africain, si tel est vrai que l'agenda américain pour le continent africain n'a purement et simplement pas changé depuis la nuit des temps, puisque c'est davantage, eh bien, on va le dire, ce poids, le fait d'avoir clairement un intrusant sur le continent africain qui permet aux États-Unis de s'affirmer aujourd'hui, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et partout ailleurs. Qu'est-ce qui peut justifier clairement aujourd'hui ces nombreux déplacements de M. Anthony Blinken sur le continent africain, puisque c'est le fait, en fait, c'est le sujet, alors le fait saillant de ce fait d'actualité. Bonjour, bienvenue, Taïfo. La parole est à vous, Taïfo. Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous mes collègues. Par contre, la qualité du son n'est pas du tout donc au top, on va dire. Donc, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre.
Vous allez me le confirmer, s'il vous plaît. Nous vous écoutons parfaitement, Taïfo. Parfaitement, nous vous écoutons. Bien. Très bien, parce que j'ai entendu partiellement. Très bien, merci à vous, monsieur. J'ai entendu partiellement votre question, mais je vais quand même tâcher de répondre objectivement. Très bien. Donc, pour revenir donc à votre question, on est carrément dans un bal des puissants. C'est les Américains, si vous voulez, le déplacement de Blinken s'inscrit dans le sillage de la visite de Lavrov en Afrique. Il s'inscrit aussi dans le sillage de ce qui se passe en Ukraine, parce que là, les Africains, ils ont montré lors du vote à l'Assemblée générale qu'ils étaient neutres. Donc, du coup, c'est dans cette optique-là que les Américains sont en train de manœuvrer pour justement acquérir, ou plutôt faire adhérer le maximum de pays africains à leur démarche et surtout à leur stratégie, que ce soit dans le continent ou à travers le monde. Malheureusement, les Américains découvrent, enfin, on parle de redécouverte de l'Afrique. C'est pas du tout le cas. Les Américains, encore une fois, je suis désolé. Les Américains, encore une fois, quand ils s'intéressent à un pays ou à un continent, généralement, c'est dans le cadre de leur intérêt. Les Américains, ils ne connaissent que l'intérêt business is business. On a vu comment ils ont lâché leurs alliés afghans devant donc l'avancée des talibans. On a vu comment ils ont lâché Mobutu, d'ailleurs. Mobutu, il a été lâché pas comme un malpropre par les Américains. Et aujourd'hui, ils se déplacent chez leurs alliés. Paul Kagame, et c'est l'allié donc de taille des Américains. C'est la raison pour laquelle le premier déplacement, on va dire, qui va se faire, bon, bien sûr, en Afrique du Sud, parce que c'est un pays très puissant, il a une armée très forte, une économie plus ou moins stable et forte. Et Kagame aussi, donc il a un pays, on va dire pivot, qui est en train de réguler un peu les relations entre la RDC et le mouvement, enfin les milices du M23. Bon, bien qu'ils s'en défendent, il dit qu'il y est pour rien, mais toujours est-il que quelque part, avec les services secrets américains, ils sont en train de tirer les ficelles et pour justement influencer et infléchir la RDC, parce que la RDC, quand même, c'est un pays très très riche et c'est la matière première, encore une fois, qui intéresse les Américains. Ce n'est rien d'autre que la matière première. Les Américains sont intéressés par personne. La Chine, pour provoquer un pays qui ne demande rien que s'épanouir économiquement, même si on parle d'hégémonie, l'hégémonie elle est légitime des Chinois. Les Chinois veulent aussi arriver, comme les Américains, donc à une stature économique et internationale très très puissante. Malheureusement, les Américains, ils ont compris que en faisant donc ce qu'on appelle la soft power, ils en parlent ici, donc à réfléchir, plutôt inverser la vapeur. Donc ils veulent imposer ça par la force. En Afrique, encore une fois, les Africains, ils sont devant une opportunité historique en parlant des dirigeants. Ils devraient saisir cette opportunité historique pour justement imposer, on va dire, leur vision du monde. Parce que là, on n'est plus dans le monde unipolaire. Le monde unipolaire, c'est fini. Quand je pense à l'histoire, la fin de l'histoire qui a été écrite par le théoricien Francis Fukuyama, qui disait que le monde allait appartenir donc aux Occidentaux, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on est devant carrément un nouvel ordre international qui est en train de s'installer de plus en plus, enfin davantage. Est-ce que maintenant les Africains sont devant cette opportunité historique? Je rappelle, c'est une opportunité historique pour imposer leur vision du monde. Comme je le disais hier, ça a déplu à certains de nos téléspectateurs. Les Africains doivent être matures, responsables, lucides et savoir donc nouer les alliances en fonction de leur intérêt, de l'intérêt du continent, encore une fois. J'espère que je ne vais pas être mal compris comme ça a été le cas hier malheureusement. Les Africains aussi, les dirigeants, donc même si les Américains leur ont donc miroité, je me rappelle du sommet de Yali Mandela à Washington, quand l'actuelle ambassadrice américaine à l'ONU avait donc fait les éloges des nouveaux dirigeants africains en disant que l'avenir leur appartenait. Et tout en les infantilisant, parce qu'elle a dit qu'il y avait beaucoup de problèmes en Afrique, comme si les Africains ils étaient des mineurs à qui on fallait donc imposer une tutelle. Non, les Africains, encore une fois, sont devant cette opportunité historique pour imposer leur vision, même s'il y a des présidents qui sont donc de tendances politiques ou idéologiques différentes les uns des autres. Il ne faudrait pas laisser la scission s'installer sur le continent. Parce que là, si la Russie va contrôler, par exemple, l'Afrique du Nord
et l'Afrique subsaharienne, et qu'elle va laisser donc l'Afrique du Sud, enfin en parlant du côté méridional, si on laisse faire les Américains, ils vont diviser, comme en Europe lors de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, en deux camps. Et on va aller, si vous voulez, vers un monde pas bipolaire, multipolaire toujours utile, mais le continent africain sera divisé en deux. Et ça ne sera pas dans l'intérêt de tous les pays africains, qu'ils soient du nord, de l'est ou du sud. Michel, je ne sais pas si on a rétabli la liaison avec vous, Madame Nida Larbaoui. Je vais donc rester avec vous. D'accord, on me fait savoir que Madame Nida Larbaoui, elle est donc là. Madame, je voudrais vous également tenter de vous écouter autour donc de cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, pardon, la multiplication des déplacements de Washington vers le continent africain vise clairement une espèce, j'en dis, de réconciliation entre Washington d'une part et le continent africain? Les deux n'ont jamais été fâchés, hein, je vous rassure, sauf que les États-Unis ne se montraient pas et ils avaient un autre objectif. C'était d'abord de mettre la main sur tout le pétrole qu'il y a dans la péninsule arabique et au Moyen-Orient. Maintenant, ils se dirigent vers l'Afrique, on les voit davantage, mais ils ont toujours été là. Mais, pourquoi les États-Unis se sont séparés? Oui. Puisque nous savons clairement que ce sont les États-Unis aujourd'hui qui gèrent, on va dire, la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et on sait très bien comment cela s'est passé en mars dernier lors de ce vote de l'Assemblée générale, ce qui avait d'ailleurs provoqué le courant. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure autour de cet agenda qui est préparé par les États-Unis contre le continent africain. Et d'ailleurs, Taïfour a semblé rentrer dans cela parce qu'il y a une bagatelle des mesures qui a été mise en place, qui rentre dans le soft power, mais également dans le hard power pour tenter clairement de faire imposer leur dynamique au continent africain. Et depuis ce jour, on a eu comme l'impression qu'il y a comme un léger désamour entre ces deux camps qui se regardaient hier comme étant des bons amis. C'est la raison pour laquelle je voudrais savoir si c'est davantage dans une démarche de réconciliation que les États-Unis veulent clairement dérouler ce nouvel agenda africain. L'ancien agenda, il consistait à avoir des représentants comme la France, comme l'Iran à un certain moment, dans les années 70 et 80, c'était l'allié des États-Unis. Donc la présence iranienne à l'époque servait aux Américains. Il y avait aussi il y a les Anglais, il y a le Commonwealth, ça il faut jamais l'oublier. Donc le Commonwealth est très très présent, il est très actif. Il y a des pays qui sont sollicités pour le rejoindre d'ailleurs, comme le Togo, par exemple, comme le Ghana aussi, qui est sollicité actuellement. Donc les Américains ont toujours été là, sauf qu'ils ne pouvaient pas être sur tous les fronts. Il faut être très prudent avec la politique américaine. Il n'y a pas de soft power avec eux. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ils prennent du temps pour faire les choses parce qu'ils sont ailleurs. Et on le voit bien, ce qu'ils ont fait dans la péninsule arabique et puis au Moyen-Orient. Ils ont semé le chaos. Après ça, ils ont commencé par l'Afrique du Nord. Il y avait un agenda. C'était soit la Libye, soit l'Algérie. En 2009, les Algériens ont fait échouer justement un printemps arabe qui se préparait parce qu'il y avait Haute-Port qui, avec Popovic, tout ça qui activait fortement en Algérie, avec la complicité d'une grosse entreprise égyptienne qui est Jay-Z, c'est une compagnie téléphonique, beaucoup d'Algériens connaissent, ou pratiquement tous les Algériens qui vont en Algérie, ils connaissent. Donc, on a fait échouer ça et finalement, c'est la Libye qui est tombée, a commencé par l'Égypte. Il y a quelque temps, c'était très intéressant, les services secrets tunisiens ont mis en ligne des cassettes audio où on entendait carrément que ce qui était arrivé à Ben Ali, c'était pas un printemps arabe, mais c'était carrément un coup d'État, mais organisé par des Américains. Donc actuellement, il y a la Tunisie qui a levé le secret et ils ont mis tout ce qu'il faut en ligne pour que les gens puissent remonter à ça. Donc les Américains ont toujours activé. Il fallait qu'ils cassent 3 armées. Il fallait qu'ils cassent l'armée iranienne qui était la plus forte dans sa région,
La deuxième armée aussi, dans les années 70, c'était l'armée égyptienne, mais il y a eu un autre programme. Donc l'Égypte a signé Camp David, et ils ont signé aussi de moins s'armer. Et il y a eu l'armée syrienne. Une fois que les Américains ont terminé avec ça, maintenant ils se dirigent vers l'Afrique. Il faut être très très prudent à notre façon de travailler avec eux. Les Russes, on peut leur reprocher ce qu'on veut, ils n'ont pas programmé de printemps arabe, ils n'ont pas démoli des pays, ils n'ont pas fait ça. Donc les Américains, quand ils sont quelque part, ils infiltrent déjà. Et ils l'ont fait en France, mai 68, c'était un printemps français. En 2005, les manifestations, c'était en réponse à Chirac qui voulait créer une armée européenne. Donc ils ont ces pratiques et la façon dont ils travaillent, quand ils sont présents, quand ils sont voyants, il faut être très prudent. Ce n'est pas une réconciliation. Les Américains cherchent une sortie par rapport à la crise qui a actuellement, la crise après la Covid, la crise de l'Ukraine et la dédollarisation que visent la Chine et la Russie. Bien, vous, parce que dans cette guerre à distance entre désormais les États-Unis d'une part, mais surtout le bloc Russie-Chinois d'autre part, il n'y a que dans ces démarches, même si Mme Lida Labahu semble clairement nous dire qu'il n'y a jamais eu de soft power dans la démarche, du moins dans la politique américaine pour ce qui est du continent africain, mais dans la démarche de Washington, il est clair qu'il faille, la parole est à vous, Luc Michel, s'il vous plaît, réalisation, qu'il faille clairement contrer toutes les démarches qui sont mises en place par ces deux pays, à savoir la Russie d'une part, mais également la Chine. On parle clairement d'une démarche qui viserait à permettre à détourner les regards des continents africains aujourd'hui de ces routes de la soie qui est dans ce magnifique projet mis en place par la Chine, qui viserait à appuyer clairement les États africains dans le processus de développement infrastructurel. Aujourd'hui, les États-Unis qui veulent désormais s'interposer pour faire clairement écran donc à ces dynamiques chinoises-là. Alors clairement, à votre niveau, Luc Michel, est-ce que, comme l'a souligné Linda Labahu tout à l'heure, les États-Unis auront clairement les coups de franche pour permettre aujourd'hui à ce continent africain qui en demande un peu plus dans ses rapports avec ses pairs, que ce soit américains, surtout européens et même asiatiques, de juguler, on va dire, clairement ce grand marché africain? Non, c'est terminé les coups de franche des Américains en Afrique comme avant 2015, où ils terrorisaient tout le continent. C'est terminé. Je voudrais tout d'abord rassurer Taïfour, la Russie ne s'occupe pas de l'Afrique du Nord, elle ne néglige pas l'Afrique noire. Au contraire, ce qui intéresse principalement les Russes, c'est la partie noire du continent africain, comme le montre l'intérêt pour la Centrafrique et le Mali. Actuellement, la Russie s'intéresse à 14 pays africains, elle a des activités dans 4 autres pays, elle a créé une agence économique pour le développement de l'Afrique, et elle mène depuis 2016 ce qu'on appelle la guerre hybride, qui est cette nouvelle façon de faire la guerre qui contrebalance l'influence occidentale. Il faut comprendre quelque chose, c'est que la politique extérieure des États-Unis, c'est une politique qui est vertébrée par une vision géopolitique depuis le début du XIXe siècle. La science géopolitique, elle a été inventée non pas par des généraux allemands, mais par des amiraux américains, Mackinder, Spikeman, McMahon, etc. Ces gens-là ont défini les États-Unis comme une puissance maritime mondiale qui s'appuie sur des flottes et des armées présentes sur les 6 océans du globe et sur une couronne de bases militaires. Il y en a 360 aujourd'hui dans le monde. C'est cela évidemment que les Russes ont compris et c'est à contre cela que Poutine développe comme un joueur d'échecs au coup par coup une stratégie ambitieuse. À partir de ce moment-là, la politique américaine évidemment, elle n'a jamais cessé de s'intéresser à l'Afrique, mais aujourd'hui, elle est devant un double défi. Tout d'abord, il y a le défi économique qui est les routes de la foi de Xi Jinping. Les routes de la soie, elles se dirigent vers l'océan Atlantique, vers l'Union européenne
que les Chinois veulent arracher des mains des Américains. L'aboutissement des routes de la soie, c'est Trieste, c'est Lisbonne, c'est Birmingham, c'est Nantes, etc. Mais les routes de la soie se dirigent vers l'Afrique, dans une zone qui va de Dar es Salaam jusque, justement, le centre d'application des routes de la soie chinoise en Afrique, qui est Malabo, en Guinée équatoriale. Malabo ayant été, dès 2015, l'allié des Chinois et des Russes vers le bloc de l'Est. Le deuxième défi, c'est un défi géopolitique et militaire, c'est celui de la guerre hybride des Russes avec leur allié depuis 2018, iranien. Les Iraniens font une démarche intéressante. Vous savez que je collabore quotidiennement avec la télévision d'État et la radio d'État iranienne. Je les connais bien, nous travaillons ensemble. Lorsque j'ai commencé à travailler avec les Iraniens vers 2013, c'était une géopolitique qui était entièrement tournée vers des objectifs religieux, c'est-à-dire la prise en main des communautés chiites un peu partout dans le monde. À partir de 2015, ça a changé. En Iran, on fait de la géopolitique pure, on a laissé tomber la religion. Et les buts, évidemment, de l'Iran, ce n'est plus du tout de se chercher des alliés religieux, mais de se chercher des alliés géopolitiques, quels qu'ils soient, c'est-à-dire notamment le principal de ces alliés aujourd'hui, c'est la Russie, qui n'a rien à voir évidemment idéologiquement avec le monde d'origine de la République islamique. Les Américains, ils ont perdu en quelques années pied dans toute l'Afrique, ils ont perdu pied économiquement, ils ont perdu pied géopolitiquement. Les révolutions de couleur depuis 2016-2017, pays par pays, elles échouent. On l'a vu d'ailleurs au Soudan. Au Soudan, c'est un coup d'État de Donald Trump et de l'Atlantique Council qui renverse Omar el-Béchir. Le Premier ministre qui a mené au pouvoir, il a un passeport américain, c'est Abdallah Hamdok. C'est un haut fonctionnaire de l'Atlantique Council. Il est à nouveau renversé par des généraux soudanais, soutenus par les Russes, qui veulent implanter une base de la marine russe à Port-Soudan, à l'entrée de la mer Rouge. C'est un échec pour les Américains. Depuis le début de cette année, Blinken, Biden, Kamala Harris, ils lancent une contre-offensive. Cette contre-offensive, elle se déroule dans 3 domaines. Il y a le domaine économique. C'est la nouvelle législation américaine qui vise à sanctionner les investissements russes en Afrique et les États africains qui collaborent avec la Russie. Mais c'est mal parti quand on voit évidemment ce qui se passe dans le dossier ukrainien. La seconde contre-offensive, c'est la guerre médiatique et de communication. Dès 2020, sous Donald Trump, les Américains avaient lancé une contre-offensive contre ce qui s'appelle le groupe Wagner. Il y a une série d'ONG, de fondations, de livres qui sont sortis. Toute la thématique anti-Wagner, ce n'est pas une thématique française. Les Français ont copié servilement les Américains. C'est une thématique américaine développée de 2020. Aujourd'hui, les Américains ont lancé un organisme spécialisé qui pond rapport sur rapport, notamment à l'usage du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l'homme de Genève. C'est le Global Engagement Center, le centre d'engagement global aux États-Unis, qui vise à faire la guerre de communication en Afrique. Enfin, le troisième domaine, il est militaire, c'est le développement de l'Africom. Au début, l'Africom ne s'intéressait qu'à l'Afrique du Nord, essentiellement le Maroc et la Libye. Mais aujourd'hui, l'Africom développe des activités dans une zone qui va depuis le Maroc jusqu'à la Somalie. Les grandes manœuvres Lion africain, elles regroupent 43 armées africaines et les forces spéciales américaines sont présentes dans plus de 40 pays. Voilà le danger américain pour l'Afrique, mais
Ce qui était avant une irrésistible ascension, aujourd'hui, c'est devenu une irrésistible ascension. Ceux qui ont la main, ce sont les Russes et les Iraniens. Et quand vous l'avez donc clairement dit, ce qui me semble avoir clairement la main, que ce soit sur le continent africain et même partout ailleurs, sont donc les Russes, les Iraniens, mais surtout les Chinois. Dans le cas d'espèce Taillefour, je vous donne la parole. Est-ce que, puisque Luc Michel l'a clairement dit, les États-Unis n'ont plus les coups de franche aujourd'hui pour leur permettre clairement de juguler, j'ai envie de dire, les appétits des peuples africains qui en demandent un peu plus, que ce soit sur le plan du développement infrastructurel, mais également dans la coopération bilatérale envers d'autres pays. Est-ce que l'agenda américain aujourd'hui est captivant pour les nations africaines, pour les peuples africains, pour les chefs d'État africains? Non, je rejoins ce que disait tout à l'heure Luc Michel, pardon. J'adhère totalement à ce qu'il vient de dire. Non, je ne pense pas que les présidents ou les dirigeants africains soient dupes à ce point. Non, ils ont compris le jeu américain. Donc, tout le monde a compris le jeu américain. Les Américains, encore une fois, ne courent qu'après les intérêts donc géopolitiques et aussi au plan intérieur de la politique intérieure. Il faut pas oublier, faut pas perdre de vue surtout qu'il y a les mi-termes, c'est-à-dire les élections prochaines aux États-Unis pour renouveler donc le Sénat, ça serait donc en novembre, et c'est ça qui fait que aujourd'hui ils sont en train de bouger. C'est une offensive diplomatique qui vise justement à assurer donc deux objectifs, dont celui de l'intérieur donc par rapport aux élections, et vous avez aussi donc au plan économique, surtout idéologique, parce que là ils ont peur de se faire devancer par les Russes et les Chinois. Les Chinois, ils vont certainement répondre aux Américains par rapport à l'affront qui a été lancé hier aux Chinois, donc en violant pratiquement l'espace aérien des Chinois, parce que il faut pas oublier que Taïwan est une partie intégrante de la Chine, même si c'est une île, même si les Taïwanais s'estiment indépendants de facto, c'est pas le cas au plan international, enfin au plan du droit international. Et c'est ça qui fait que les Chinois maintenant peuvent, par exemple, faire une contre-offensive du côté africain. Donc, ils vont investir, j'en suis sûr et certain, davantage les continents donc dans les investissements, dans les infrastructures et tout ce qui suit. Enfin, tout ça, globalement, ça va donc, si vous voulez, s'inscrire dans cette dynamique d'hégémonie, cette dynamique économique qui va essayer d'évincer les Américains de ce continent. Et les Chinois, je pense qu'ils sont donc de taille à relever le défi. Contrairement aux Russes, qui sont très forts, il faut le reconnaître, au plan militaire, les Chinois, ils ont pratiquement les deux volets, donc économique et militaire. Ils peuvent donc, si vous voulez, supplier les Américains sur ce plan, et ce qui va arriver dans un proche avenir, je suis sûr et certain, que les Chinois vont donc répondre aux Américains par rapport à l'affront lancé. Il faut jamais oublier que les Chinois, ils sont donc héritiers de la politique de Confucius. Donc c'est la politique de l'action et pas la politique de la parole. C'est pas des palabres. Les Chinois, quand ils agissent avec minutie, contrairement aux Américains qui sont beaucoup plus dans le rapport de force. Et encore une fois, les Américains, ils n'arrêtent pas d'ailleurs de faire des bêtises à l'instar des Français dans le Sahel. Les Américains, ils s'estiment, on va dire, toujours puissants, mais c'est fini, ces temps sont révolus. Et il faut revenir encore une fois à cette influence américaine et surtout aux objectifs américains en dehors de la matière première et en dehors si vous voulez, du maillage de ce continent, parce qu'ils veulent à tout prix contrôler le continent, même l'Afrique du Nord. C'est là où je suis pas d'accord avec Luc Michel. Il faut pas oublier que les Américains, donc en juin, je crois, oui, c'était en juin, l'agence Reuters avait donc fuité une note secrète de l'OTAN qui disait que l'Algérie posait problème à l'OTAN. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Faire par exemple de l'ombre à la France ou aux intérêts européens. Cela voudrait dire que l'Algérie est donc un acteur gênant. Et l'Algérie, si ma foi, elle sera donc si vous voulez, plus offensive dans sa politique diplomatique, à ce moment-là, elle pourrait aussi payer donc les pots cassés. Et c'est ça que, c'est là, pardon, c'est là où je suis pas d'accord avec Michel, où il dit que les Américains sont uniquement
intéressés par l'Afrique noire. Non, c'est pas vrai. Les Américains sont intéressés par l'ensemble de l'Afrique. On l'a vu d'ailleurs, leur éviction dans le référendum des Tunisiens. D'ailleurs, Kais Saïd, il avait donc, si vous voulez, sermonné le chargé d'affaires américain. Et pour les Marocains, par contre, c'est de l'acquis, donc il n'y a pas de problème là-dessus. On a vu les manœuvres militaires qui se sont déroulées à la frontière, d'ailleurs algérienne, encore une fois. Donc ça pose encore un problème d'hégémonie aux Américains. C'est la raison pour laquelle il y a eu, si vous voulez, cette reconnaissance, par exemple, de l'Afrique occidentale par Israël et par les États-Unis. D'ailleurs, Biden n'est pas revenu dessus. Il n'est pas revenu sur le statut de Jérusalem, par exemple, pour vous dire que les Américains, ils sont intéressés par une géopolitique mondiale dominante. Je dis bien, c'est pas la Russie, il est vrai, qu'ils n'ont pas de passé colonial, qui n'ont pas donc, on va dire, un passif historique par rapport aux pays arabes, aux pays africains. Eux, ils défendent leur intérêt bec et ongle, il est vrai, mais il ne faut pas perdre de vue que les Américains, s'ils sont en Afrique, c'est certainement pour contrebalancer le poids des Russes et des Chinois. Alors bah oui, la réflexion, je voudrais cette fois-là qu'on la fonde sur l'influence qu'a vraisemblablement aujourd'hui les États-Unis sur le continent africain. Je l'avais toute simple. Que représente aujourd'hui pour les leaders africains eh bien cette Amérique-là du point de vue politique, du point de vue économique et même du point de vue militaire, quand on sait quand même que dans un passé pas très lointain, l'on observait quand même du côté de l'Afghanistan ces soldats américains eh bien obligés de quitter le territoire afghan parce que les talibans avaient décidé clairement de reprendre leur pays, une image quand même qui est venue plus ou moins faire encore peindre ce tableau beaucoup plus sombre, en tout cas qui a encore fait tomber ce mythe de l'hégémonie, on va dire, de la puissance militaire américaine. Et on est clairement en train de le voir sur du côté de la Russie, du côté de l'Ukraine, avec l'opération militaire engagée par Vladimir Poutine. Que représente aujourd'hui pour l'Africain les États-Unis à tous les niveaux du point de vue économique, politique et même dans, je veux dire, dans le jeu géopolitique? Il y a toujours ce rêve américain. Sauf qu'aujourd'hui, l'Africain est beaucoup plus réaliste et il y a une prise de conscience. Afrique Média a joué un rôle et des gens comme le monsieur Luc Michel, comme tous les intervenants en fait. Je parle de monsieur Luc Michel parce qu'il est parmi nous. Les anciens intervenants, monsieur Bondakani, tout ça, monsieur Mbelek, ils ont joué un rôle dans cette prise de conscience. Donc le rêve américain n'existe pas, n'existe plus. On le voit à travers les réseaux sociaux. Les Américains vont très très mal. Il y a 20% de la population qui vit vraiment bien. Le reste, ils sont sous les ponts, ils n'arrivent pas à payer leurs factures. Il y a des gens qui travaillent mais qui n'arrivent pas à se loger. Donc, ce qu'on retrouve en Afrique, on le retrouve aux États-Unis aujourd'hui. L'Africain aujourd'hui a compris. Il a compris que il n'y a que chez lui qui peut être bien, mais faut-il encore libérer ce chez lui, libérer ce continent. Et ce continent ne peut pas se libérer à travers la Russie, ni à travers la Chine, ni à travers l'Inde. Il peut se libérer à travers l'Africain. Il y a un prix à payer. On a payé pour le moment, mais il n'y avait pas cette volonté, cette prise de conscience de vouloir se débarrasser de ceux qui viennent nous voler. Il y avait pas tout ça. Aujourd'hui, on le retrouve fortement. L'Africain ne veut plus partir, il veut rester chez lui, il veut s'occuper de sa maman, de son papa, avoir un travail digne. Et il y a aussi, il faut dire que l'Occident est partagé. Depuis 10 ans d'ailleurs, depuis les printemps arabes, il y a quelques pays européens qui sont pour le développement de l'Afrique, pour empêcher une invasion. Parce que plus on appauvrira l'Afrique, plus les gens chercheront un endroit où ils pourront manger, travailler, tout ça. Donc l'Europe est menacée. Donc il y a des pays comme l'Italie, il y a une réelle volonté de vouloir aider l'Afrique à s'émanciper tout en restant en Afrique et travailler en Afrique, investir. Mais il y a des pays comme la France, avec un esprit néocolonial, qui ne veut pas. Les Américains, ils sont entre deux. Les Américains ne sont pas très clairs dans le jeu. Mais toujours est-il que on fait pas confiance à cette Amérique. On lui fait pas confiance.
L'Africain ne lui fait pas confiance. Pour la simple raison qu'il y a eu tous ces printemps arabes, il y a eu tous ces déstabilisations, on le voit par l'Afghanistan. Les talibans ont été exploités par les Américains. Al-Qaïda a été créé par les Américains pour casser l'Union soviétique et pour faire aussi pression sur la Chine à l'époque. Parce que il y a un endroit où il y a une frontière avec la Chine. Il y a ce qui s'est passé en Libye, surtout ce qui s'est passé avec Saddam Hussein et puis El-Kadhafi, comment ils ont été lynchés, comment ils ont été tués, un qui a été lynché et l'autre qui a été pendu le jour de l'Aïd, une fête, la fête la plus importante dans la communauté musulmane dans le monde. Il y a 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Donc c'était un choc pour tout le monde. Sachant que Saddam Hussein est arrivé au pouvoir, et Kadhafi pareil, ils sont arrivés au pouvoir suite à des coups d'État et qui étaient appuyés par les États-Unis. Donc il y a des vérités que beaucoup de gens ne disent pas, mais qui sont là. Les États-Unis se sont toujours retournés une fois qu'ils n'ont plus besoin des gens ou des pays, ils se retournent contre eux. Et ça a été le cas avec l'Iran aussi. L'Iran, c'était, en partie, c'est une création des États-Unis. À l'époque, ils ont aidé Al-Mossadegh à arriver au pouvoir pour qu'il inonde le pétrole. C'était le premier pays qui avait nationalisé le pétrole en 52. Et puis, quand ils ont vu qu'il a pas voulu inonder le monde à cette époque-là du pétrole, eh ben, ils l'ont enlevé pour mettre le Shah à la place. Ils se sont retournés contre le Shah et ça a toujours été comme ça. Les États-Unis n'ont pas d'amis, ils le disent eux-mêmes, ils ont pas d'alliés, ils n'ont que des intérêts. Ils fonctionnent en fonction du moment. Quand ils ont besoin pour relever leur économie, eh ben ils envahissent. Quand ils n'ont pas besoin, ils reculent. C'est ça leur politique. Maintenant, depuis la guerre qu'ils ont menée en Asie contre le Vietnam, pardon. Cette guerre-là les a choqués parce qu'ils se croyaient vraiment une grande force, mais ils l'ont perdue. Le jour où ils sont rentrés en Afghanistan, ils ont entraîné avec l'OTAN. Ils sont pas rentrés tous seuls et ils ont perdu quelque part cette guerre. Ils l'ont perdue contre la population, tout comme l'Irak. Ils sont rentrés aussi à plusieurs pays. Ils ont perdu cette guerre. Donc, c'est une force sans l'être. Il n'y a pas cette conviction de vouloir se battre, mais il y a cette volonté de détruire. Maintenant, historiquement parlant, les États-Unis ont toujours été intéressés par l'Afrique avant le Moyen-Orient. Ça, il faut le rappeler. Pourquoi les États-Unis se sont séparés du Royaume-Uni? Ils ont refusé d'abord de payer les impôts parce que le Royaume-Uni, c'est-à-dire leur patrie mère à l'époque, avait refusé que les Américains viennent commercer en Afrique et ils viennent profiter aussi des richesses africaines. Souvent ça, on ne le rappelle pas, on ne le dit pas. Et depuis, ça a été une feuille de route. Et la feuille de route, elle fonctionne encore. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les Américains n'ont pas envie de déstabiliser l'Afrique comme ils ont fait au Moyen-Orient ou dans la péninsule arabique. Ils n'ont pas envie d'avoir le même schéma. Ils espèrent faire autrement. Ils espèrent prendre place et avoir les richesses, tout comme l'a fait la France ou l'Angleterre, sans qu'ils fassent autant de dégâts pour qu'ils puissent profiter, mais suffisamment, parce que l'Afrique est beaucoup plus riche que la péninsule arabique, est beaucoup plus riche que le Moyen-Orient. Il y a des mines, il y a tout. Et pour pouvoir exploiter tout ça, il faut pas qu'il y ait un désastre comme il y a en Syrie. Et la Libye est pour les Américains, c'est un exemple parfait. Ils n'arrivent pas à exploiter le pétrole ou le gaz comme ils l'auraient voulu. Donc, ils n'ont pas envie vraiment d'aller dans ce sens, mais c'est des destructeurs, ça, il faut jamais l'oublier. Et ils n'ont pas d'amis. Merci à vous, Madame Linda Larbaoui. On va donc permettre à Luc de pouvoir intervenir pour la dernière fois avant certainement de prendre la direction du standard puisque pris par d'autres responsabilités. Luc Michel, est-ce que on va tenter d'apprécier avec vous l'intérêt séculaire qu'a les États-Unis pour le continent africain?
Écoutez, tout d'abord, je voudrais répondre à Smaïm parce qu'il a caricaturé ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que la Russie ne s'intéressait pas à l'Afrique du Nord, mais j'ai dit que leur intérêt principal, il était pour le golfe de Guinée et la mer Rouge. Il y a actuellement un enjeu régional qui oppose le Maroc et les États-Unis à l'Algérie et à Moscou, qui est la neutralisation de la Méditerranée occidentale. Mais ce n'est pas l'intérêt principal. Maintenant, les Américains s'intéressent à l'Afrique, non pas depuis quelques mois, mais depuis quelques siècles, puisqu'ils s'intéressaient déjà à l'Afrique du Nord au début du 19e siècle. L'hymne des Marines américains, il évoque les rivages de Tripoli en Libye. Il a été écrit en 1830. Voilà ce qu'il faut retenir. Depuis les débuts de la guerre froide, au début des années 1960, les Américains sont présents en Afrique. Pendant 15 ans, de 1960 à 1975, ils sont en rivalité avec la France de De Gaulle, et bien entendu. Et à partir de 1975, c'est un président américain qui arrive au pouvoir, Giscard d'Estaing, et la France devient, pour 50 ans, jusqu'en 2006-2007, le gendarme de l'Afrique. Aujourd'hui, les Américains veulent éjecter les Français du précaré français. Mais l'intérêt des Américains pour l'Afrique, il est séculaire. C'est pas parce que les Américains n'ont pas eu de colonie. Ils sont présents diplomatiquement d'une façon prépondérante à la conférence de Berlin. Leur grande compagnie qui annonce les multinationales. Les multinationales, c'est pas une création de l'après 1945. Les grandes firmes coloniales, elles dominent tout le 19e siècle aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Donc les Américains sont en Afrique avec une géopolitique élaborée et contrairement aux Européens qui font beaucoup d'erreurs, ils connaissent bien l'Afrique. Il faut arrêter avec ce délire propagandiste de faire croire que chaque président américain tourne une page blanche et veut écrire une nouvelle politique africaine. Les gens qui dirigent cette politique africaine, je l'expliquais, c'est l'Atlantic Council. Ce sont des gens comme Peter Pham, ambassadeur d'Obama, puis de Trump dans la région des Grands Lacs et maintenant au Sahel. C'est Tibor Nagy, secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines d'Obama, mais aussi de Donald Trump. Ce sont des gens comme l'ambassadeur au Soudan, Donald Booth, l'homme qui a fait la sécession du Sud-Soudan et le coup d'État qui a renversé Omar el-Béchir. Il a été ambassadeur sous Bush, Obama et Donald Trump. Et voilà tous ces gens qui dominent la politique américaine et pas du tout les présidents, etc. Des gens comme Kamala Harris, comme Biden, comme Obama Blinken, ils sont obligés de suivre la politique de l'Atlantic Council qui est toute puissante. Pour qu'on comprenne quelque chose, généralement quand un homme politique américain a fini de faire de la politique, on lui donne une retraite dans un think tank américain. Avec l'Atlantic Council, c'est le contraire. C'est l'Atlantic Council qui impose les ministres et les ambassadeurs au gouvernement américain. Chuck Hagel, par exemple, ministre de la guerre de Obama, les ambassadeurs comme Peter Pham, comme Nagy, comme Donald Booth, etc. C'est eux qui dirigent la politique américaine en Afrique. Quand on ne le comprend pas, on ne comprend pas ce qui se passe. J'ajoute encore quelque chose, c'est que la dominante générale de l'Atlantic Council, et ça explique la politique depuis 3 ans, c'est une politique anti-française, parce qu'il y a une hostilité pour la France qui date de l'aventure militaire des Américains en Irak au début du siècle. Je dirais un dernier mot à Linda Larbaoui, parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Les États-Unis n'ont jamais soutenu la prise de pouvoir pour Muammar Kadhafi. En 1969, la première décision de Kadhafi qui prend le pouvoir avec l'aide des Soviétiques et de Nasser, c'est de fermer les bases militaires américaines. Saddam Hussein, lui, n'a jamais fait de coup d'État. Il est vice-premier ministre du gouvernement du Baath, du président Bader
qui a pris le pouvoir en 1968 et Saddam Hussein arrive, lui, au pouvoir à la fin des années 1980. Il ne fait pas un coup d'État, il arrive au pouvoir institutionnellement. Il est soutenu par l'Allemagne de l'Est qui vertèbre ses services secrets et par les Soviétiques qui équipent son armée. Et l'une de ses grandes décisions, c'est de neutraliser les multinationales du pétrole occidental. Il faut arrêter avec toutes les gens de propagande américaine qui salissent la mémoire de Kadhafi ou de Saddam Hussein. À vous, très cher monsieur Luc Michel, et on va apprécier également la lecture de nos téléspectateurs autour de ce fait d'actualité. Jean, vous nous retrouvez au téléphone, vous êtes depuis les États-Unis. Depuis dans votre position, comment est-ce que les Africains apprécient clairement cette nouvelle démarche, on va dire ce nouvel agenda américain pour le continent africain? Bienvenue, Jean. Bonsoir Fabrice, bonsoir à vos invités, bonsoir Luc Michel. Bonsoir Linda, bonsoir Tefou, bonsoir vous tous. Fabrice, comme vous le savez, la politique américaine, c'est vrai, il y a des spécialistes, il y a de tout, mais il faut vraiment comprendre ceci. L'Amérique a un système qui n'est pas comme les autres systèmes des autres pays. Tout est privatisé ici, jusqu'à l'armée. L'administration, c'est seulement ça seul. Quand on parle d'administration, ce n'est pas comme chez nous, en Afrique ou bien en Europe. C'est encore chaud là-bas, il faut voir ce qui est dans l'administration. Donc tout ce que vous voyez qui se passe dans les actions qu'on dit américaines, qui se passe en Afrique, qu'on sort, c'est des sociétés privées. Privées. Et qui endossent le nom de l'Amérique, où il y a deux phases. La première phase, c'est ce que Luc Michel appelle souvent et que les Américains considèrent la France comme gendarme de l'Afrique. C'est que la première phase, c'est la phase où l'Amérique n'était pas tellement intéressée, quand pas d'Amérique, donc cette société privée, cette console n'était pas tellement intéressée à l'Afrique, parce que jusqu'à ce moment, il n'y avait pas encore les grandes découvertes comme aujourd'hui, on voit que toute l'Afrique est complètement remplie de mines et autres. Alors, la politique, c'était la politique de racisme. Et il faut dominer les Noirs, il faut les bafouer comme l'esclavage. Donc cette ambition continue toujours. Et en 1963, Sylvanus Olympio, le premier président togolais démocratiquement élu, a été assassiné dans l'enceinte de l'ambassade de l'Amérique, sans que l'Amérique démocratique ne dise rien. Le gars a fui sa maison qui était proximité de l'ambassade pour aller dans l'ambassade de l'Amérique, croyant qu'il sera sauvé. Mais la France a demandé à l'ambassadeur de le livrer, et c'est comme ça que les manigances s'étaient faites, et Sylvanus a été assassiné par le gendarme français Georges Métrier. Donc cette phase était une phase de domination, d'exploitation, c'est-à-dire d'esclavage qui continue. Aujourd'hui, il y a une autre phase, qui est quoi? Les compagnies minières s'intéressent maintenant aux mines, aux ressources minières de l'Afrique. Les compagnies minières américaines. Mais Obama lui-même n'avait pas compris, il pensait que la démocratie ça consomme. Il a été trahi. Obama noir, ça va pas être Kenyan, ça va pas être européenne. Quand je dis européenne, donc américaine européenne. Et c'est de là que Obama pensait que oui, lui aussi va jouer. Il y a quelque chose qui se dessine, que nous devons comprendre. Il y a un groupe très profond de ces Européens américains qui pensent des choses pour contrôler le monde, pour piller le monde. Même les Noirs qui sont à proximité, à la porte, pensent qu'ils sont aussi dans le groupe, alors qu'ils ne sont pas dans le groupe pensant. Alors ils pensent que ils aussi s'agissent. Obama a été trahi dans la mesure, le cas de Kadhafi, le cas de Gbagbo, ouais, et il a été trahi. Et après il dit, oh bon, si on n'a pas bien fait, il n'a pas honte de le dire quand même, ça c'est bien. Mais les Noirs qui sont dans ces groupes-là, qui sont utilisés, doivent savoir, même ceux qui sont amenés à mesure, ceux qui sont dans le groupe qui va sillonner l'Afrique, doivent savoir que ces Noirs-là, vous n'avez plus de légitimité vis-à-vis des Africains. Nous vous le disons, les Noirs américains qui sont dans ces groupes, vous n'avez plus de légitimité vis-à-vis des Africains, qu'ils soient les Ghanéens et je ne sais pas quoi, qui sont dans ces groupes. Alors, ils sont à la porte, hein, c'est des esclaves qui sont à la porte, ils ne sont pas dans le groupe très profond pensant.
Alors ils pensent qu'ils sont aussi dans le jeu. Non, le groupe très profond pensant, c'est un groupe qui a pour l'objectif de piller l'Afrique, de tuer l'Afrique. Tel est le cas du Soudan, cas de Somalie. Ouais. Qu'est-ce que l'Amérique, ce groupe-là, peut apporter à l'Afrique aujourd'hui? Sincèrement, nous devons comprendre que nous, Noirs américains, nous ne devons plus jouer à ce jeu. Nous devons libérer le continent mais africain. Ça, c'est très important. Pour ceux qui comprennent le français et qui suivent Afrique Média, ils n'ont qu'à savoir que ces voies-là qui sont utilisées par ces groupes pensants profonds qui n'ont plus la légitimité. Aujourd'hui, tout sera éclairé. Tout ce que vous faites en cachette sera exposé à la lumière et le monde entier vous verra. Alors, comme on n'a pas assez de temps pour l'antenne, voilà ce que je veux dire. Il faut vous réveiller. Ne les voyez pas comme vos frères. Ils ne peuvent rien vous apporter. Ce qui peut apporter, c'est la guerre, la division. C'est ça ce que le groupe pensant fait toujours. Que Dieu bénisse. Nous sommes en guerre contre les oppresseurs, hein, les pilleurs du continent africain, les sommets de tous les terroristes, ennemis de la paix. Que Dieu bénisse. Merci à vous, Jean, pour votre contribution combien importante. Et nous, on va rester encore au standard pour tenter d'apprécier la lecture de ces nombreux de ces Africains donc sur ce nouvel agenda américain contre, en tout cas pour le continent africain. Au téléphone, bonsoir. Alors, je reviens donc à vous, avant peut-être de revenir au standard Taïfou, parce que le tracé d'Anthony Blinken, c'est donc lui qui est donc annoncé sur le continent africain dans les jours à venir, précisément du 7 au 9. C'est on va dire une visite marathonienne qui va donc le conduire tour à tour du côté de l'Afrique du Sud. Et vous avez d'ailleurs tout à l'heure évoqué cet état de cause. On le sait très bien, la proximité qu'il y a entre l'Afrique du Sud avec les États-Unis. Il y a d'abord la langue, mais surtout une longue lutte pour mettre fin effectivement aux questions raciales qui semble clairement être le dénominateur commun entre les deux pays, mais surtout en termes de développement économique, en termes de PIB et tout ce qui va avec. L'Afrique du Sud qui se positionne clairement comme étant l'une des puissances économiques sur le continent africain. Mais après l'Afrique du Sud, il y a clairement le Rwanda qui est clairement présenté par de nombreux analystes sur le continent africain comme étant entre guillemets une véritable base arrière américaine sur le continent africain, mais aussi le cas du Rwanda, que dit de la République démocratique du Congo, avec l'actualité que nous connaissons très bien, liée donc notamment à ces mouvements, à ces nombreuses manifestations, en tout cas de la société civile et autres formations politiques qui veulent clairement amener à pousser l'État à mettre à rompre la coopération avec la MONUSCO. Je rappelle d'ailleurs que le porte-parole de la MONUSCO du côté de la République démocratique du Congo est donc clairement désormais annoncé persona non grata et donc invité à libérer le pays. Alors, quelle analyse faites-vous autour du tracé qu'empruntera Anthony Blinken pour sa seconde visite en l'espace d'un an seulement sur le continent africain? Taïfou. Oui, tout à fait. Les Américains, donc, ils ont leur espace d'influence. Vous avez très bien fait de le souligner en parlant du Rwanda. Le Rwanda, c'est un allié Est-ce qu'on a encore la liaison avec notre ami Taïfou Smen? Taïfou, est-ce que vous nous écoutez? Alors, si on a perdu la liaison avec Taïfou, peut-être avant de repartir, est-ce qu'on a un autre appelant au standard? Au téléphone, bonsoir, bienvenue. Vous êtes en direct, monsieur Dinard, nous fait-on savoir. Allez-y, nous vous écoutons. Votre contribution autour de la thématique. Allô, allô? Vous êtes en direct, ne cherchez pas à vous réécouter à la maison une fois que le standard vous donne le droit de vous exprimer. Exprimez-vous librement pour nous permettre au mieux d'apprécier votre lecture autour de ce fait d'actualité. Au téléphone, bonsoir, bienvenue. Et nous l'avons donc malheureusement perdu, Linda Larpaoui. Je reviens à vous avec clairement cette même question pour tenter d'apprécier à votre niveau le tracé que va donc suivre Anthony Blinken de l'Afrique du Sud au Rwanda, sans oublier la République démocratique du Congo.
Quelle étude peut-on en faire, Linda Larbaoui? Anglophone, et ça fait longtemps qu'il est rentré dans le rang, ce pays. Donc c'est beaucoup moins difficile que le Congo, par exemple. Mais le Congo aussi, il y a une influence. Les États-Unis ont travaillé pendant longtemps avec des ONG. Il y a le Lions Club, il y a le Rotary Club qui est anglais, en vérité, mais il y a une domination américaine, sans parler de tout ce qui correspond à George Soros et dont on a parlé longuement. Il y a tout un système, si on peut dire, c'est du soft power, mais en réalité non, parce qu'ils tiennent les ficelles, ils arrivent à mettre des gens en place. Donc là, il va commencer par des pays là où ils ont déjà une assise, disons. Il va pas commencer par le Mali, par exemple, ni par le Cameroun. C'est évident qu'il commence par des endroits où ils ont déjà une influence. Maintenant, je vais me permettre de dire une chose. Moi, quand j'avance ce que je dis, je ne vais pas sur Wikipédia et je ne vais pas non plus sur les médias mensonges des États-Unis parce que je déteste ce pays déjà. Mais quand je dis que Kadhafi était soutenu par les Américains, c'est pas pour le salir, ça y est, c'est du passé. C'est parce que c'est une vérité et j'ai mes sources. Qu'on me demande de parce qu'à chaque fois j'entends que je suis pas d'accord. On me demande mes sources, je les donne volontiers. Mais je demande à la personne qui me dit je ne suis pas d'accord, je lui demande de ses sources et pourquoi elle n'est pas d'accord. Parce que je suis pas là pour tromper les Africains non plus. Je suis concernée par ce continent. Je suis une victime du terrorisme qu'on m'a ramené dans ce continent. J'ai dû quitter mon pays pour être tranquille et je ne suis pas tranquille. Donc quand je dis Kadhafi était dans l'armée anglaise, d'abord, et il a fait un coup d'État pour enlever le roi Snoussi, parce qu'il fallait enlever quelques rois pour que les États-Unis puissent instaurer leur démocratie. Snoussi est l'un des arrière-petits-fils de l'émir Abdelkader. Ça gênait énormément. Donc les sources ne sont pas américaines, les sources sont libyennes, algériennes, maliennes aussi. Donc mes sources, je les ai. Et si quelqu'un a d'autres sources, je veux bien qu'on me les donne. Mais je suis formelle, Kadhafi n'était pas l'homme des Arabes. Comme Nasser, comme tous ces gens-là. Ils ont, en vérité, on parle des États-Unis, comment ils s'installent. Et ben voilà, ils ont retiré tous les rois qu'il y avait, tous les sultans, en laissant la péninsule arabique parce qu'elle était déjà sous domination. Les Émirats arabes n'existaient pas, c'est le plan Rogers en 72, et le Qatar n'existait pas non plus. C'est comme ça qu'ils se sont installés. Ils ont enlevé des rois de leur place pour mettre des pantins. Jamal Abdel Nasser, c'était un pantin. Et j'ai mes sources. Si quelqu'un les veut, je lui donne. Pour Kadhafi, c'est pareil. Donc, je ne suis pas là pour tromper les Africains. Quand je ne suis pas sûre, je me tais. Ou des fois, ça m'arrive de dire à Afrique Média, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Merci. Et je vous prie de garder votre sang-froid qui vous a toujours d'ailleurs caractérisé. Et je voudrais donc singulièrement que vous puissiez nous apporter des éléments de précision, une analyse assez précise autour du tracé que va donc emprunter Anthony Blinken de l'Afrique du Sud au Rwanda en passant clairement par la République démocratique congolaise. Certainement, on l'a déjà dit, c'est une démarche qui viserait davantage. Est-ce que cette démarche viserait davantage à se rassurer, en tout cas pour les États-Unis, pour ce qui est de cet agenda états-unien pour le continent africain? Taïfour, est-ce que nous avons Taïfour à nouveau? Taïfour, la parole est à vous, je vous en prie. Est-ce que vous m'entendez? Absolument, nous vous écoutons Taïfour, allez-y. Très bien, merci. Je suis désolé pour la coupure tout à l'heure. Je suis désolé. Pour le Rwanda, pour revenir par rapport au pays choisi par les Américains, dont le Rwanda, le RDC et l'Afrique du Sud. Le Rwanda, comme je disais tout à l'heure, c'est un allié sûr pour les Américains. Vous avez Paul Kagame qui aime la langue anglaise
Donc c'est un plus ce que je dis, c'est un peu accessoire ce que je dis. Donc ça prouve un peu ses affinités avec les Américains. Bon, maintenant pour trêve de plaisanterie, pour revenir donc au rôle crucial que joue le Rwanda vis-à-vis des Américains, c'est quasiment une base arrière des Américains. Les Américains, si vous voulez, quand ils veulent imposer leur agenda dans la région, ils utilisent ce pays. Et Paul Kagame sait très bien que sans les Américains, son pouvoir est vacillant. Il le sait très très bien. La raison pour laquelle il joue un peu au pompier pyromane. Justement, c'est par exemple la milice M23, même s'il le nie officiellement, elle est quasiment soutenue par ce pays, par le président, par le gouvernement rwandais, qui utilise ces milices pour mettre la pression sur le RDC. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Blinken sait très bien ce qu'il est en train de faire. On va dire que c'est devenu le précaré des Américains. Les Américains, ils ont un peu perdu pied un peu en Afrique. Et la seule région où ils pourraient plus ou moins faire valoir, on va dire, leur desiderata, c'est justement ces trois pays-là. Vous avez aussi, quelque part, l'Ouganda, le Ghana, c'est des pays qui restent quand même acquis aux Américains, mais sans pour autant, si vous voulez, adhérer pleinement à la politique étrangère. Et c'est ça que aujourd'hui les Américains, c'est ça qui fait que, pardon, les Américains ont choisi les trois pays dont je viens de vous parler. Pour revenir donc, si vous voulez, à ce déplacement, il faut aussi donc souligner que les démocrates américains ont aidé l'Afrique du Sud, par exemple, et c'est la raison pour laquelle ils ont choisi donc en premier lieu l'Afrique du Sud. C'est notamment les démocrates qui ont aidé donc les Sud-Africains à se libérer du joug de l'apartheid, et c'est la raison pour laquelle ils sont là aujourd'hui. C'est quelque part indu, on va dire, que les Américains donc considèrent que les Africains, même s'ils font, les Africains du Sud, qui font partie des pays du BRICS, sont plus ou moins, on va dire, acquis aux démocrates et pas aux Américains. Parce que les Américains, vous avez les républicains aussi qui étaient plus ou moins pour l'apartheid, pour certains. Et qui fait qu'aujourd'hui, justement, les démocrates veulent jouer sur cette fibre pour influencer un peu, et plutôt peser de leur poids dans la région. Mais toujours est-il que les Américains sont plus ou moins maintenant isolés sur la scène africaine, parce que les pays africains qui étaient autrefois acquis aux Américains n'ont pas changé de veste. On ne va pas dire qu'ils ont changé kazakh, mais ils ont compris donc les enjeux de la politique internationale. Ils sont en train de bouger en fonction des intérêts, donc de leurs intérêts respectifs, de leur pays bien sûr. Et aujourd'hui aussi, ils s'inscrivent dans une dynamique internationale qui est en faveur d'un ordre mondial, pas du tout américain. C'est fini, c'est quand ça évolue. La fin de l'histoire, comme disait Francis Fukuyama, appartiendrait donc aux Occidentaux. Cette ère est finie, on sort dans une nouvelle ère. Et certains dirigeants africains ont compris qu'il fallait donc s'inscrire dans cette dynamique, tout en étant neutres. On l'a vu d'ailleurs lors de leur vote par rapport au soutien à la guerre, soutien par exemple aux sanctions occidentales. Ils ont montré très bien qu'ils étaient neutres, et ce qui est quand même pour les Africains un acquis au plan politique. Maintenant, par rapport au Rwanda, quel rôle va jouer le Rwanda pour infléchir ou, si vous voulez, influencer les autres dirigeants africains? Paul Kagame, c'est un président vieillissant. Je ne pense pas qu'il ait la stature panafricaine pour pouvoir imposer un agenda aux autres pays africains. Ça ne va pas se passer comme ça. Maintenant, vous avez une nouvelle génération, comme par exemple l'actuel dirigeant malien Assimi Goïta, qui est quand même un jeune. Donc, je pense que tous ces temps-là sont révolus. Et voilà, donc, excusez-moi, j'ai été un peu interrompu par rapport à mon entourage, je suis désolé. Donc voilà, donc, pour revenir à cette visite, les Américains interviennent toujours pour, si vous voulez, leur intérêt, surtout économique et politique, pour revenir au mi-terme. Et il faut adjoindre à cette analyse l'annonce de la mort du chef d'Al-Qaïda, bien que ce soit un peu distant par rapport à ce que je viens de dire. C'est dans ce cadre-là que les Américains bougent. C'est toujours en fonction des intérêts. Vous vous rappelez tous que Biden était retourné donc du Moyen-Orient, notamment de l'Arabie Saoudite, bredouille. Ben Salman, le roi, bien que j'ai aucune affinité pour
son pouvoir, ou plutôt, si vous voulez, des sympathies pour son pouvoir, il a su donc s'adapter donc aux nouveaux enjeux mondiaux par rapport à la politique internationale qui se joue aujourd'hui entre deux camps, donc la Chine, la Russie d'une part, et l'Amérique, donc et le monde occidental d'autre part. Et donc je pense que les Africains devraient eux aussi s'inscrire dans cette démarche. Pour certains dirigeants africains, ils ont compris donc les enjeux, à part quelques-uns comme Macky Sall ou par exemple Ouattara ou par exemple Patrice Talon qui a accueilli chaleureusement Macron tout en lui disant qu'il avait le soutien par rapport surtout à l'Ukraine. Ça a un peu déçu tous les Africains, mais je ne pense pas qu'il faudrait s'arrêter là, parce que le peuple béninois est un peuple conscient, j'en connais quelques-uns, et je peux vous dire que l'influence occidentale de manière générale est en phase de décadence. Merci à vous, Taïfour. Il nous reste 3 minutes pour sortir de ce programme. Nida Larbaoui, je commence par vous, parce que la question, je la veux très simple également. Est-ce que en l'état actuel, les États ou alors les chefs d'État africains peuvent clairement se passer de l'agenda états-unien, parce qu'il y a quand même des sommes assez ronflantes qui sont annoncées, que ce soit par les différentes institutions de Bretton Woods, pour tenter clairement de venir au secours, on va le dire, des États africains qui sont amoindris par cette mystérieuse crise économique mondiale. Est-ce que les États africains ont la possibilité de se passer des financements américains? On n'a pas besoin d'argent, on a besoin de stabilité. L'Afrique est assez riche pour subvenir aux besoins du monde entier. Il y a le fameux gazoduc qui a été finalisé du Nigeria, Niger, Algérie, qui va en Europe. Eh ben, le Niger, Bazoum l'a bien joué. Bazoum a refusé la présence française pour sécuriser ce gazoduc, et les fonds sont propres africains. C'est des fonds algériens, donc ils sont africains d'abord. Donc on peut se passer tout ça. Il y a l'Afrique du Sud qui est un pays qui a hérité d'une industrie lourde et qui peut faire des choses. Et il y a pas mal de pays qui ont la possibilité. On n'a pas besoin d'un autre colon pour venir encore nous coloniser et nous provoquer des printemps arabes. On n'a pas besoin de l'argent des Américains. Eux ont besoin de notre argent et de nos richesses. Donc de ce dossier. Taïfour, la même question, je vous la pose en 1 minute. Est-ce que désormais, comme a dit clairement Madame Nida Larbaoui, puisqu'il y a d'autres groupes aujourd'hui qui sont en train de se mettre en place, notamment le BRICS, qui sont, j'allais dire, une alternative à la coopération, du moins au bloc atlantique, qui a quand même mis en mal aujourd'hui les États africains. Est-ce qu'il faut définitivement donc se passer, on va dire, de ces financements américains qui sont une espèce de soft power, mais qui derrière finalement, comme le disait Nida Larbaoui, se révèle étant des hard power, parce qu'ayant une capacité répressive sur les États qui sous-traitent clairement à ces financements-là. Écoutez, moi je ne suis pas pour la rupture brutale. Vous savez, dans les relations diplomatiques et si vous voulez étrangères, il faudrait quand même du pragmatisme. Il faudrait être diplomate. C'est la raison pour laquelle on parle de diplomatie. La rupture brutale n'a jamais été bonne pour les États. On l'a vu, par exemple, par rapport aux pays qui ont coupé tout court, par exemple avec les Américains qui ont payé cher. Vous avez vu l'histoire de Saddam Hussein, vous avez vu le président syrien, tous ces présidents-là qui ont donc opéré de manière un peu brutale, ils ont payé cher, que ce soit en termes de vie, en termes matériels, en termes de boycott. Des pays, d'ailleurs, qui embarquent toujours. Vous avez la Syrie et l'Irak qui en sont donc l'exemple concret de cette rupture. Non, je pense pas. Les Africains, moi je crois aux Africains. Pourquoi je crois en eux? Les Africains, enfin les présidents africains de manière générale, c'est des gens qui ont acquis une maturité politique, et on le voit d'ailleurs. Il y a une mutation telle que maintenant on ne peut pas nier que ces présidents-là ne sont pas autonomes. Ils sont autonomes sur pas mal de plans. Je pense qu'il faudrait renégocier, il faudrait carrément renégocier les alliances avec les pays, qu'ils soient américains, qu'ils soient russes, qu'ils soient chinois, peu importe donc le partenaire.
Maintenant, si les Américains vont venir déambuler en Afrique pour soutirer donc un avantage politique au détriment des Africains, bien sûr, il faut dire non. Mais par contre, s'il y a un plus, s'il y a une valeur ajoutée, on va dire, au continent, pourquoi pas? C'est de bonne guerre que de négocier et de traiter, même avec ses pires ennemis. Il faut toujours tirer avantage, les politiques, immédiates. Voilà. Merci à vous, Taillefer, pour votre contribution. Linda Larbawi, merci infiniment de nous avoir accompagnés le temps de cette édition d'Appel sur le continent. Luc Michel a été d'un autre. Merci également à Monsieur Jean qui a contribué par appel téléphonique depuis les États-Unis. C'est ainsi que s'achève donc cette autre édition d'Appel sur le continent. Demandez revenir avec de nouvelles.